sensibilisation en ce qui concerne le sport, le cœur, le sport et le diabète, qui est sponsorisé par le Maroc à Sanofi. J'ai dit cette science, on va traiter le cœur, le sport et le diabète. Il sera traité par le professeur Ahmed Rennis, que vous connaissez tous, ex-professeur à la faculté de médecine de Casa, ex-chef de service de cardiologie à l'hôpital universitaire. Actuellement, il travaille dans le secteur privé. Militant de la formation continue et ex-marathonien. D'ailleurs, le choix de là chez le professeur Hadak n'a pas été au hasard. Les deux ils sont marathoniens. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, un grand remerciement pour l'association l'ADN. Et je suis vraiment honoré et flatté de présenter devant vous un topo sur le diabète, le cœur et le sport. Tout d'abord, après ce qu'a dit mon ami le professeur Alami, après les experts, voici les sportifs. En particulier, quand je vois notre président Scrat, je me dis que l'ADN est bien représenté et que vous êtes une population de grands sportifs. Alors, pour les diabétologues, ou pour les médecins qui s'intéressent au diabète, une des prescriptions que vous faites habituellement, c'est d'encourager les patients à faire de l'exercice physique. Et le problème, c'est que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de prescrire quelque chose qui fait relativement mal? Parce que quand on fait du sport, on sue. Deuxièmement, on peut avoir des sensations de chaleur aux extrémités. On peut tomber, on peut se fracturer. On peut parfois avoir des déséquilibres glycémiques au cours du sport. On peut rarement avoir des morts subites sportives. Et donc, est-ce qu'il y a un intérêt à faire de l'exercice physique chez le diabétique? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire du sport? Autrement dit, le sport est-il bénéfique ou dangereux pour les diabétiques? Voilà un peu la question qui se pose. Dans cette question, j'ai répondu très rapidement, c'est que les études scientifiques montrent aujourd'hui que l'exercice physique modéré augmente la survie et diminue la morbimortalité. C'est-à-dire que les extrêmes sont mauvais. La sédentarité tue, vous le savez, la sédentarité, c'est le surpoids, c'est l'hypertension, c'est l'insulinrésistance, c'est le diabète, c'est les complications cardiovasculaires. De même, quand on va à l'autre extrême, le sport de haut niveau n'est pas en général bénéfique pour la santé. C'est-à-dire que quand on va sur des performances extra-normales, on n'est plus dans le physiologique, on va dans l'extra-physiologique. À ce moment-là, le danger peut apparaître. Est-ce que vous entendez régulièrement, parfois, des morts subites des sportifs? Parce qu'à ce moment-là, on va solliciter, au-delà des capacités physiques, un corps et parfois le fait d'avoir une cardiopathie méconnue, latente, ça peut exposer au déclenchement d'une mort subite qui est relativement rare. Donc, pour être clair, quelle est la meilleure fourche avec laquelle vous allez faire de l'exercice physique? C'est-à-dire que vous allez courir ou marcher rapidement entre 6 à 9 km/h. C'est là où il y a le meilleur bénéfice cardiovasculaire. Ça correspond à une marche rapide ou un petit jogging. C'est là où vous avez un bénéfice, en particulier lorsque vous êtes en activité régulière, c'est-à-dire soutenue en général 3 à 4 fois par semaine avec des séances de 45 à 1 heure. Voilà un peu ce qui est recommandé pour vos patients. Alors quand on parle d'exercice physique, quand on parle de sport, il y a différents types de sport en fonction de la contrainte de l'exercice physique. C'est-à-dire en fonction du type d'exercice physique. Faire du golf ou faire du tir à l'arc, ce n'est pas la même façon que de faire du marathon ou de faire par exemple du ski ou de la natation. Donc il y a en général deux grands types de sports. Il y a les sports dynamiques, comme la course à pied, et les sports statiques,
comme l'haltérophilie par exemple au porté du poids. Et on va voir un peu de façon physiologique la différence entre les deux. C'est en fonction de l'intensité de l'exercice. Est-ce que vous allez avoir une intensité modérée, c'est-à-dire à 60% de votre fréquence maximale théorique, la fréquence maximale théorique étant 220 moins l'âge, ou est-ce que vous allez sur un sport intense où vous allez dépasser 90% de votre capacité, c'est-à-dire 90% de la fréquence maximale théorique, et à ce moment-là, les risques vont augmenter. C'est en fonction de l'environnement, et on reviendra là-dessus parce que l'environnement est important. Lorsque vous faites de l'exercice physique à plus de 30 degrés ou à moins 5 degrés, le danger augmente de façon importante. D'ailleurs, dans les recommandations, les 10 règles d'or de la pratique sportive, il est contre-indiqué ou il n'est pas conseillé de faire du sport quand il fait trop froid ou trop chaud. Et puis, le niveau d'entraînement. Il est clair que quand vous êtes entraîné régulièrement, le risque cardiovasculaire diminue. Quand vous allez faire de l'exercice physique alors que vous n'êtes pas entraîné, à ce moment-là, le risque cardiovasculaire monte. Alors, il y a des facteurs qui augmentent le risque cardiovasculaire. Les hommes font plus de risques cardiovasculaires, et en particulier les hommes non entraînés ou sous-entraînés ou qui ne sont pas adaptés, bien entendu, à l'exercice physique. Alors, quels sont les types d'exercices que nous allons voir? Il y a deux types en général. Il y a les sports qui sont dynamiques, comme la course à pied, et dans ces sports-là, il va y avoir des modifications du comportement cardiovasculaire au cours de l'effort, qui sont sous forme d'une augmentation du débit cardiaque, par augmentation du volume d'éjection systolique, par augmentation de la fréquence cardiaque. Au cours de cet effort, il va y avoir une vasodilatation périphérique. Cette vasodilatation périphérique va amener un plus grand flux circulatoire au niveau des membres et elle aura comme conséquence une diminution de la pression diastolique au cours de l'effort. Donc au cours de l'effort, chez les sportifs entraînés, vous allez assister à une augmentation de la pression systolique et une diminution de la pression diastolique, et la pression artérielle en général augmente modérément. Inversement, les sports statiques, ce sont les sports qui sont faits d'un seul tenant, par exemple l'haltérophilie, par exemple lorsque vous montez les haltères, à ce moment-là, les résistances pulmonaires et périphériques vont augmenter. Deuxièmement, il va y avoir la fréquence cardiaque qui va augmenter, et surtout on va assister à ce moment-là à une augmentation de la pression systolique et de la pression diastolique, et le volume d'éjection systolique à ce niveau-là va diminuer. Et puis troisièmement, il y a les sports qui associent les deux, comme par exemple le cyclisme ou la natation. Alors ce qui est le plus bénéfique pour le cœur, qui va bénéficier pour la circulation artérielle pour le cœur, c'est essentiellement les sports dynamiques, la régularité, qui va entraîner à la longue une diminution de la fréquence cardiaque, une diminution des résistances périphériques, un effet anti-inflammatoire, anti-apoptotique, surtout une baisse de l'insulinorésistance, et bien sûr tout ce qui est bénéfique pour les vaisseaux, à savoir une meilleure vasodilatation, une meilleure sécrétion du monoxyde d'azote, un effet bien sûr de vasodilatation plus présent, et bien sûr une meilleure adaptation. Et bien sûr, lorsque vous allez faire l'effort de façon régulière, vous allez diminuer le tonus sympathique et augmenter le tonus parasympathique. Donc vous allez vous retrouver avec une bradycardie sinusale et avec une diminution de la tension et des contraintes systoliques. Et bien entendu, l'intensité de l'exercice est importante, c'est-à-dire pour les efforts dynamiques, lorsque la contrainte devient majeure, au-delà de 60 à 80% de la fréquence de la consommation maximale d'oxygène. Vous savez que quand vous entraînez régulièrement, vous avez des seuils d'entraînement, mais quand vous dépassez 60 à 80% de la VO2 max, à ce moment-là, vous allez en intensité importante, c'est-à-dire vous allez travailler pratiquement en anaérobie et vous allez plutôt prendre plus de votre substrat en acide lactique. Et puis pour les exercices statiques, dans les exercices statiques, on ne raisonne pas en consommation maximale d'oxygène. On raisonne en termes de force musculaire maximale volontaire. Et lorsqu'on va au-delà de 60% de la force maximale volontaire, à ce moment-là, l'intensité de l'effort est très importante. Alors, pour les diabétiques, comment ça se passe? Quelle voie on utilise? Quel substrat on utilise au cours de l'effort? En général, quand vous allez faire de l'exercice physique, qu'est-ce qui arrive? Votre muscle va utiliser, le moteur va utiliser le fuel, ce qui est le glycogène. Et en général, ce glycogène va être utilisé.
Et quand ces réserves en glycogène vont diminuer, il va faire appel par des stimulations qui sont cérébrales, bien entendu, et à travers plusieurs voies complexes, ça va solliciter le foie, qui va bien sûr augmenter le glucagon. En même temps, cette stimulation neurologique va diminuer l'insuline. Regardez bien, il y a deux éléments importants, l'augmentation du glucagon et la diminution d'insuline, qui sont extrêmement importants pour pouvoir s'adapter à l'effort. Et ceci va entraîner une consommation du glucose et du glycogène par le muscle pour pouvoir s'adapter à l'effort. Mais si vous avez par exemple un diabétique type 1 qui a l'habitude de l'insuline, de s'injecter de l'insuline, qu'est-ce qui va arriver? Ce travail du foie va être supplanté parce que l'insuline ne va pas baisser, il va être augmenté, ce qui va bien sûr stopper le foie d'utiliser le glycogène. Et cette élévation soutenue de l'insuline au cours de l'effort chez le diabétique type 1 expose au risque majeur chez le diabétique qui est l'hypoglycémie, qui est le risque majeur. Donc risque majeur, c'est chez le diabétique type 1 qui est sous insuline, c'est d'avoir une insulinémie constante haute au cours de l'exercice physique, et bien entendu, c'est le risque d'avoir des hypoglycémies au cours de l'effort, et en particulier les efforts qu'on va voir, les efforts dynamiques. Alors, comme je l'ai dit, on a un peu trois types de sports, et ces trois types de sports qui vont solliciter des voies métaboliques différentes. Quand vous êtes sprinter, vous allez utiliser essentiellement le système des phosphagènes système. Quand vous faites par exemple un sport qui est intermédiaire comme la natation, qui va durer quelques minutes, vous allez essentiellement faire appel au glycogène lactique, essentiellement les systèmes lactiques, parce que vous travaillez en même temps en voie aérobie et en voie anaérobie. Par contre, quand vous faites une course longue qui va durer plusieurs minutes avec un rythme soutenu entre 6 jusqu'à 9-10 km/h, vous allez donc essentiellement utiliser la voie aérobique respiratoire et bien sûr la voie, bien entendu, la voie du glucogène musculaire. Alors, pourquoi ce thème est extrêmement important quand on parle du diabète? Parce que plus vous faites de l'exercice pour un diabétique régulièrement, de façon modérée, plus vous allez baisser votre taux d'hémoglobine glycée. Et les études le montrent, plus la durée de l'exercice est importante, dans la durée, dans la semaine, la régularité, bien sûr, vous avez une baisse du taux d'hémoglobine glycée, et bien sûr, vous allez avoir une lutte contre l'insulinorésistance, vous allez améliorer le profil lipidique, comme il a dit tout à l'heure, et vous allez améliorer, bien sûr, le meilleur équilibre chez votre patient diabétique. Alors, la réponse, et bien entendu, le métabolisme glucidique est différent selon le type de sport. Donc, vous avez les trois types de sport. Vous allez avoir un peu l'haltérophilie ici, qui est un sport statique. Vous avez le hockey, qui est un sport intermédiaire. Et vous avez, bien sûr, la course à pied, qui est un sport plutôt aérobie, qui est utilisé dans les conditions d'utilisation d'oxygène. Et la grande différence entre les deux, si vous voulez, c'est que quand vous agissez sur un milieu qui est aérobie, quand vous faites des sports de longue durée, avec faible intensité, vous êtes surtout menacé des hypoglycémies. C'est pour ça qu'il est indiqué chez vos diabétiques d'adapter leur dose d'insuline avant de faire de l'exercice physique et d'être bien sûr dans leur poche d'avoir du sucre ou d'avoir des barres chocolatées ou des barres glucidiques qui vont permettre une absorption rapide du glucose parce que c'est le risque majeur. Par contre, quand vous allez dans des sports qui sont plutôt statiques, qui sont à durée courte et à haute intensité, à ce moment-là, la stimulation cérébrale, noradrénergique est importante et à ce moment-là, vous êtes plus menacé, bien sûr, par l'hyperglycémie. Donc, pour ceux qui sont adeptes, bien sûr, de la musculation, des pectoraux qui passent donc qui sont absolument musclés et qui ont des problèmes de métabolisme glucidique, à ce moment-là, c'est essentiellement, ça joue au niveau de l'hyperglycémie parce qu'ils font des types d'exercices qui sont intenses, de courte durée, et ils vont stimuler de façon extrêmement importante le système sympathique, les catécholamines, ce qui va augmenter leur glycémie. C'est pour ça qu'il est indiqué de contrôler leur glycémie avant de faire l'exercice physique. Et si quelqu'un a une glycémie de plus de 2,3, à ce moment-là, bien entendu, il faudrait s'abstenir le temps d'équilibrer tout ça. Alors, en général,
qu'est-ce qu'on va avoir comme type de réponse au cours de l'exercice physique chez le diabétique? On a 3 types de réponses. On peut avoir une réponse normale, une euglycémie, qui suppose une augmentation du glucagon, une baisse de l'insuline, c'est l'optimal. Deuxième type de réponse qui se voit essentiellement dans les sports qui sont dynamiques, dans les sports à intensité modérée, mais la durée est longue, comme la course à pied. Donc à ce moment-là, le risque d'avoir une baisse du glucagon et une augmentation de l'insuline. Attention, bien sûr, chez les diabétiques insulinodépendants. Et troisième risque, l'hyperglycémie, essentiellement pour les sports statiques, les sports à haute intensité, avec une durée courte. Dans ces cas-là, vous avez une baisse où l'insuline est normale et une augmentation importante des catécholamines. Et ces catécholamines vont déséquilibrer la glycémie et entraîner, bien sûr, l'augmentation de l'insuline. Alors, il faudrait savoir, autre chose qui est extrêmement importante, c'est que les menaces de déséquilibre glycémique chez les sportifs n'existent pas uniquement au cours de l'exercice physique, mais après l'exercice physique. En particulier, il y a 3 périodes qui sont extrêmement importantes à connaître. C'est au cours de l'exercice, vers la fin de l'exercice, c'est la phase de l'hypoglycémie. Il y a juste après une phase hyperglycémique qui est dans l'heure par rebond glycémique. Et puis, surtout ce qui est intéressant, c'est que le soir au coucher, c'est des personnes qui peuvent complètement se retrouver avec des hypoglycémies le soir, la nuit de leur exercice physique. Et ça peut parfois représenter un problème majeur et parfois méconnu à la source d'un certain nombre de problèmes. Quand on revient au sport ou à l'activité anaérobie, c'est-à-dire des activités comme l'haltérophilie, le port du poids, regardez bien dans ces cas-là, ça passe par le cerveau, tout passe par le cerveau, ça stimule l'élévation de l'hyperinéphrine et de la norépinéphrine, ça augmente de plus de 16 fois la stimulation hépatique et la libération du glycogène, ce qui fait augmenter la glycémie de 7 à 8 fois, et donc ça va parfois dépasser les capacités de captation du muscle, et par conséquent, le risque quand on fait des sports anaérobies, c'est bien entendu, c'est l'hyperglycémie. Et là, la grande différence, bien sûr, entre les diabétiques et les non-diabétiques, c'est que les variations d'insuline ne sont pas les mêmes. Le problème, quand vous êtes chez les diabétiques, en anaérobie, bien sûr, c'est que l'insuline ne s'adapte pas aux besoins. Et quand on fait un sport anaérobie, l'essentiel, le risque essentiel, c'est bien sûr l'hyperglycémie. Par contre, quand vous faites du sport de type dynamique, continue, c'est le risque, bien sûr, c'est l'hypoglycémie. Et vous avez devant vous les variations physiologiques. Regardez quelqu'un qui a fait du sport pendant à 17 heures, on peut avoir il y a une élévation de la glycémie au cours du sport, et regardez après minuit, il y a quand même une élévation glycémique avec un rebond au cours de la nuit. Ça, parfois, ça peut être extrêmement dangereux. Alors, la concentration de l'insuline est tout à fait différente selon le type aérobie ou le type anaérobie. Quand on parle de type aérobie, rappelez-vous bien, on parle de la consommation maximale d'oxygène. Lorsque vous dépassez 80% de la consommation maximale d'oxygène, plus de 15 minutes, vous pouvez avoir un rebond hypoglycémique par élévation, bien sûr, de l'insuline, et ce qui va exposer le patient à des risques. Donc, là où vous devez agir essentiellement, c'est-à-dire que vous devez agir à 3 niveaux. Vous devez agir au niveau 1, c'est-à-dire avant de faire l'effort, en monitorant la glycémie, en regardant la concentration des carbohydrates, et bien sûr de regarder votre insuline de base pour voir est-ce qu'il faudrait la réduire. Au cours de l'exercice physique, il faudrait tenir compte de la durée de l'exercice physique, bien sûr, du temps que vous allez faire et de la durée. Et puis bien sûr, après l'effort, il faut faire attention parce qu'on peut avoir des rebonds et bien sûr des hypoglycémies, comme je l'ai dit. Donc regardez bien, c'est que là où vous êtes tenu, c'est tenu d'être en euglycémie. Parce que si vous êtes en hypoglycémie, vous avez des troubles de coordination, vous avez des troubles cognitifs, vous avez une augmentation de la fatigue.
Par contre, lorsque vous êtes en hyperglycémie, vous avez une diminution de l'endurance, une diminution de l'augmentation de la fatigue, une diminution de l'utilisation du muscle du glycogène, et vous avez bien sûr une baisse de la performance, une augmentation de la déshydratation, une diminution des capacités physiques. Donc il faudrait absolument être au milieu, il faudrait absolument être expert à ce niveau-là pour équilibrer les patients, pour qu'ils ne puissent pas avoir des problèmes. Alors, ce qui est intéressant, ça vous allez l'apprendre, vous connaissez les choses mieux que moi, c'est qu'il faudrait absolument faire des autocontrôles donc de la glycémie chez les patients qui vont faire du sport, et ce contrôle qui se fait chez les patients, vous pouvez le faire juste avant de faire de l'exercice physique, qui est extrêmement intéressant. Et bien entendu, on revient là-dessus, la formation, les ateliers de formation pour les diabétiques qui vont permettre de mieux équilibrer les patients. Et bien sûr, cette formation, généralement, il faut bien sûr former. Généralement, on fait une mesure au moins 60 minutes avant de faire de l'effort. Et en général, on fait généralement, on les répète régulièrement. Et en général, on se fixe des objectifs pour que la personne puisse faire son sport avec un risque minimum. Si quelqu'un vérifie sa glycémie, qu'il est plus à plus 2,3, il va arrêter, il va dire je ne vais pas y aller. S'il est entre 1,3 et 2, c'est bon, il peut y aller. S'il y a moins 1,3 avant de faire, alors qu'il est diabétique, avant de faire un exercice physique, il y a des risques bien sûr d'hypoglycémie à ce niveau-là. Et bien sûr, vous allez, ce qui est intéressant, et c'est, je ne sais pas si on peut le faire aussi au Maroc actuellement, c'est de pouvoir monitorer la glycémie au cours de l'effort. Et ce monitorage de la glycémie au cours de l'effort, aujourd'hui il y a des appareils qui peuvent le faire, permettre à la personne qui est en train de faire l'exercice, en même titre, vous le savez, quand on peut courir, on peut prendre sa fréquence cardiaque, on peut avoir le cardiopulsmètre, on peut avoir une idée sur sa glycémie, et on peut avoir adapté à ce moment-là, c'est des risques d'hypoglycémie, bien sûr, et bien sûr le risque majeur, et donc on peut adapter la pente et l'utilisation de la glycémie. Alors comment faire en pratique chez les personnes? On a parlé un peu des types 1. Pour les types 2, comment faire? Parce que je pense que c'est une population extrêmement importante chez vous. La prévention et le traitement, vous le savez très bien, les études le montrent, le fait de faire marcher quelqu'un qui n'est pas diabétique, régulièrement, vous diminuez de façon importante le risque de diabète, mieux que si vous donnez de la metformine. Ça c'est important. Ça c'est une des plus belles études des années 90-2000, c'est que l'exercice physique est anti-diabétique. Il diminue l'insulinorésistance. Les effets favorables sont extrêmement intéressants au stade précoce. Vous savez que, on a parlé de marathon, on a un ami commun qui est diabétique, hypertendu, qui a fait 20 marathons. Donc la volonté joue de façon importante. Et puis, ce qui est important, ce que vous devez considérer, vous médecins, nous médecins, c'est que l'activité physique doit être recommandée comme une prescription. Ce n'est pas un plaisir, si c'est un plaisir c'est bien, mais c'est une médication. Autant que prendre une statine, de l'aspirine, un IEC ou un ARA2 ou un antidiabétique, l'activité physique est extrêmement importante. Ce qui tue le cœur, c'est bien entendu la sédentarité. Alors, il faudrait évaluer la motivation des patients, rechercher les facteurs limitants, c'est-à-dire les facteurs limitants. En général, au sport, il y a 3 facteurs limitants. Le cerveau, la volonté, le cœur et la respiration, la VO2 max, et les muscles et articulations, ce sont les 3 facteurs limitants. L'analyse du contexte individuel et le choix individuel, l'établissement des objectifs et le choix des activités. En général, il faut joindre l'utile agréable, et bien sûr, ce qui est intéressant, c'est 3-4 fois par semaine, et de faire ça de façon régulière. Alors, il faut, bien sûr, encourager tout cela. Alors, la sédentarité, je l'ai dit, la sédentarité tue le cœur, et ce qui sauve le cœur, ce qui sauve les vaisseaux, c'est bien sûr l'entraînement régulier. Il y a 2 choses. Vous savez, comme nous vieillissons chaque jour, on a des cheveux blancs qui apparaissent, on prend du poids. Et les 2 éléments les plus importants qui s'opposent aujourd'hui au vieillissement, c'est la diète, c'est de ne pas manger beaucoup, et de faire de l'exercice physique. Ce sont les 2 recettes pour rester vivant 200 ans. Alors, quels sont les facteurs limitants? Alors, cardiovasculaire. Alors, quels sont les examens complémentaires? Alors, en général, la bonne évaluation, c'est une évaluation
clinique en général. Il faudrait évaluer mécaniquement, est-ce que c'est quelqu'un qui est en bon état physique, est-ce qu'il a des muscles et articulations en bon état, quel est son risque métabolique, c'est-à-dire la protéinurie et la glycémie, et bien sûr, il faut bien sûr un bon bilan ophtalmologique, voir s'il a des problèmes de surdité et de vertige, parfois des vertiges qui perturbent un peu l'activité sportive. Alors, tout ça, on l'a dit. Alors, il faudrait bien sûr prendre le poids et se fixer comme objectif la réduction du poids, le périmètre abdominal, l'hémoglobine glyquée, et puis les sportifs, bien sûr, il faut que la personne soit en forme régulièrement. Alors, il faut des dogmes pour les patients. Par exemple, il y a des patients qui disent je marche régulièrement pour réguler mes glycémies, favoriser les activités. Alors, ce qu'il faut faire, c'est favoriser les activités physiques à forte composante aérobie. C'est ça ce qui est intéressant. Aérobie, 20 minutes à 1 heure, 2 fois par semaine, vélo, footing, natation. Si quelqu'un fait de la musculation, il a fait en petite souplesse, c'est-à-dire 10 à 15 mouvements dynamiques par série, avec de faibles charges et sans blocage de la respiration, parce que quand vous bloquez la respiration, vous augmentez l'activité des catécholamines, vous montez la pression systolique, la pression diastolique, vous faites pratiquement une manœuvre de Valsalva, ce qui parfois peut être dommageable. Alors, chez les patients qui sont diabétiques âgés, avec des complications réfractaires à l'exercice, pas de bilan cardiovasculaire systématique, la marche longue, c'est intéressant. 3 fois par semaine, on peut, parce qu'on a aujourd'hui des podomètres ou des téléphones portables qui permettent de calculer vos pas, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de dire aux gens, parfois les gens sont réfractaires au sport. Au lieu de prendre votre voiture, marcher, faire du jardinage, bouger, aller au marché à pied, au lieu de prendre la voiture. Donc ça, il y a des gens parfois... Et puis, il y a des gens qui ont du vélo d'appartement. C'est bien, hein, ça, on peut l'encourager ça. Alors pour les diabétiques, avec faible aptitude physique, en général, les diabétiques avec du ventre sont en désadaptation cardiovasculaire. Ils vous disent, je suis hyper fatigué, je ne peux faire aucun mouvement. Tout ça, ce n'est pas une fatalité. C'est une baisse de la capacité du cœur au vaisseau vous adapter à l'effort. Et tout ça se travaille, bien sûr. Alors, il faut faire un bilan cardiovasculaire préalable avec l'électrocardiogramme. On peut leur conseiller du vélo ou du footing 3 fois par semaine pendant 1 heure. Une intensité modérée, 60 à 70%. Ce qui est intéressant, c'est de faire un échauffement, une récupération. Échauffement 5 à 10 minutes. Vous échauffez le corps. Vous allez doucement, progressivement, et vous baissez progressivement. Et puis, on peut utiliser le cardio-fréquence-mètre. Alors, pour les sujets avec une aptitude physique normale, sans complications, on peut prévoir un test d'effort, surtout pour ceux qui veulent se donner à la course à pied. 2 séances par semaine en endurance, et 1 séance par semaine avec 30 minutes d'endurance. Toujours les mêmes règles, endurance, échauffement et récupération. Échauffement 5 à 10 minutes. On fait l'effort et puis on monte par exemple sans dépasser ses capacités. Donc je vais bientôt terminer, ne t'en fais pas. Alors les précautions à prendre, il faut identifier les malades diabétiques en cas d'accident. Les autocontrôles répétés sont importants. Le traitement adapté avec une bonne observance. Les soins d'hygiène, en particulier les pieds des diabétiques, je pense que vous connaissez très bien ça. Les partenaires informés et surtout quand vous êtes... alors ça, il faut encourager ça. Vous savez qu'il y a des groupes de personnes qui courent, des clubs. Il faudrait encourager qu'il y ait des diabétiques qui courent ensemble. Comme ça, s'il y a un accident, ils soient accompagnés par d'autres qui sachent récupérer. Parfois, on peut perdre des patients de façon bête, font des hypoglycémies, ils sont seuls, au lieu d'avoir quelqu'un qui peut les sauver. Hydratation suffisante. Quand on fait de l'exercice physique, chaque 5 à 10 minutes, on boit de l'eau. Ça, c'est important. Une collation de sécurité, bien sûr. Et le téléphone portable qui peut aider en cas de danger. Voilà, ça peut être... Alors, pour terminer, voici les règles d'or de la pratique sportive en général. Pas uniquement pour les diabétiques, mais qui sont valables pour les diabétiques. Je les énumère parce qu'ils sont extrêmement importants. 1. Je respecte toujours un échauffement, une récupération de 10 minutes lors de mes activités sportives. Je bois 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes d'exercice comme en compétition. J'évite les activités quand il fait moins de 5 ou plus de 30 degrés. Je ne fume jamais 1 heure ou 2 heures après la pratique sportive.
Je ne prends pas de douche trop chaude ou trop froide après l'exercice physique. Je ne fais pas de sport intense en cas de fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal, le risque de myocardie. Je pratique un bilan médical avant de reprendre une activité sportive intense, plus de 35 ans pour les hommes, plus de 45 ans pour les femmes. Je signale à mon médecin toute douleur thoracique ou essoufflement anormal à l'effort. Et enfin, je signale à mon médecin tout malaise survenant à l'effort ou juste après l'effort. Juste avant de terminer, bien sûr, vous l'avez deviné, le sport est bénéfique pour la santé. Mais bien sûr, un sport, c'est sous surveillance médicale et un sport bien encadré. Je vous remercie. Merci, professeur le ministre, de cet exposé clair. Vous avez fait le tour de la question. Vous pensez qu'il y a des éclaircissements et des questions à poser au professeur le ministre. La parole est à la salle. Merci, professeur Louis. J'ai juste besoin d'avoir un éclaircissement s'agissant d'un diabétique hypertendu. Comme vous avez dit, le type dynamique et statique fait augmenter la tension. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Ce qui est conseillé, bien sûr, c'est d'équilibrer sa tension artérielle. Alors, l'équilibre de la tension artérielle chez le diabétique sportif va essentiellement vers les IEC ou les ARA2 ou les inhibiteurs calciques. Les diurétiques peuvent provoquer des déshydratations. Les bêta-bloquants peuvent diminuer la performance sportive. Et puis, donc, d'abord, il faut équilibrer sa tension artérielle. Deuxièmement, il faut équilibrer, bien sûr, son diabète. Et troisièmement, ce qu'on conseille à ce genre de personnes, c'est de faire de l'exercice physique régulier, de façon dynamique, de façon aérobie, genre faire de la marche rapide ou du jogging 3 fois à 4 fois par semaine, de durer 45 minutes à 1 heure, avec une vitesse qui va de 6,5 à 9 km/h. On peut conseiller aussi de faire quelques petits exercices statiques de musculation, ce n'est pas interdit, mais qui soient brefs et sans blocage de la respiration. Voilà un peu ce qu'on peut conseiller à ces patients. Merci, monsieur le ministre, de l'exposé. Pour le bilan à demander aux gens de plus de 45 ans avant de pratiquer le sport, est-ce que c'est un bilan normal, commandant tout le monde, ou bien il y a un bilan spécial? Merci. Alors, pour les personnes qui ont plus de 35 ans pour les hommes et plus de 45 ans pour les femmes, ce qu'il faut, c'est de faire un bon examen clinique, un bon interrogatoire et un électrocardiogramme. Et si quelqu'un, un homme non diabétique, à ce moment-là, l'électrocardiogramme, la prise de tension suffit. Chez le diabétique, c'est un patient à haut risque. Et donc, s'il veut faire une activité physique soutenue, par exemple, il veut courir un semi-marathon, il veut courir les 10 km de Casablanca ou de Fès, à ce moment-là, on peut faire une épreuve d'effort pour détecter éventuellement une ischémie myocardique silencieuse et pour avoir une idée aussi sur le profil hémodynamique et pour pouvoir orienter cette personne. Voilà un peu ce qu'on fait. Alors, parfois, quand on a, qu'est-ce qui arrive? On a des personnes qui ont plus de 35 ans ou plus de 45 ans, qui ont déjà fait du sport quand ils étaient jeunes, qui ont arrêté pendant une longue période et qui veulent reprendre avec la même intensité. Et ça, c'est dangereux. Donc, il faudrait aller toujours dans le caractère progressif, la régularité, et tout ça, bien sûr, va être coaché et amené pour pouvoir faire du sport avec, et bien sûr, ce que je vous invite aussi, c'est de donner les règles d'or de la pratique sportive qui sont faciles à télécharger aux patients, aux personnes qui veulent faire du sport, parce que l'éducation est extrêmement importante pour ces personnes. Autre chose intéressante, j'ai vu pendant ces années, avec des groupes qui se forment de plus en plus. Il faut encourager les gens à se former en groupe, en petits groupes. Parfois, la présence d'autres personnes peut aider quelqu'un au cours de l'activité sportive.
Autre chose qui est intéressante, même si un peu hors sujet, il faudrait bien sûr former, ça sous forme associative, former les personnes au secourisme. Parfois, quand il y a un truc, il faut un peu sauver la personne qui tombe. Voilà. Est-ce qu'il y a des examens concernant les examens demandés, est-ce que le fonds 2 n'est pas recommandé pour les patients qui vont faire l'activité, surtout chez les diabétiques? Oui, oui, bien sûr. J'en ai parlé tout à l'heure. Il faut voir si la personne n'est pas vertigineuse, voir s'il n'a pas de rétinopathie diabétique. C'est extrêmement intéressant. Et puis, ça vous donne une idée sur l'évolution et la gravité, bien sûr, de son diabète. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre en cas de protéinurie? De protéinurie. En général, à quelqu'un qui est protéinurique, ça veut dire que c'est un diabète qui est évolué, qui est... alors à ce moment-là, il faut bien sûr voir la fonction rénale régulièrement. Si la fonction rénale commence à être perturbée avec une élévation progressive de la créate, il faut bien hydrater ces personnes, bien les hydrater. Il est d'ailleurs recommandé au cours d'activité physique de s'hydrater régulièrement au cours d'activité physique. Deuxièmement, la personne doit être mise sous traitement IEC ou ARA2 en fonction. Et troisièmement, bien sûr, il faut éduquer ces personnes qui ont une créatinine élevée, que les anti-inflammatoires sont contre-indiqués, ce genre de personnes. Quand ils vont aller faire un coroscanner ou un scanner ou autre chose, attention, ça peut aggraver, grimper rapidement leur fonction rénale. Donc voilà, il faut éviter bien sûr les circonstances de déshydratation, parce que ce sont parfois des sujets âgés qui oublient de boire et ça peut être dangereux. Quand vous avez quelqu'un qui est protéinurique, vous donnez un ARA2 ou un IEC, parfois il suffit juste d'être déshydraté, d'avoir une diarrhée ou de vomissement pour que la créate puisse grimper de 10 à 30. Donc voilà, il y a toute une éducation. Alors, oui pour l'exercice physique, en fonction du bilan lésionnel des organes, oui bien sûr, mais hydratation bien sûr correcte pour ce genre de personnes. Oui, professeur Denis, merci pour votre présentation. Moi, je vous demande pour les diabétiques qui préfèrent prendre les fruits, soit juste avant la pratique de sport ou pendant la pratique de sport, surtout que les fruits sont riches en eau, en sucrants et en sélénium. Donc, l'intérêt de prendre ces fruits. On peut, alors, ce qui est recommandé, c'est de mesurer la glycémie avant de faire l'exercice physique. Ça, c'est important. 2, c'est de voir avec son endocrino pour baisser la dose d'insuline chez les patients qui sont diabétiques afin de faire de l'exercice physique. Parce que si on maintient parfois des doses élevées, ça peut donner l'hypoglycémie. Et il faudrait éviter les fruits qui vont entraîner des élévations rapides de glycémie et qui vont entraîner, avec un indice glycémique élevé, et qui vont pouvoir avoir des effets rebonds. Par contre, ce qui est indiqué, c'est de pouvoir, en alimentation, prendre des sucres longs, par exemple des pâtes, des féculents, la veille, pendant 3 jours avant de faire l'exercice physique. Ce qui est recommandé aussi, c'est d'avoir du sucre dans la poche, des barres sucrées, et chaque 10-15 minutes, prendre un petit bout, surtout lorsqu'on sent qu'on est dans les vapes, et donc à ce moment-là, on peut prendre un petit sucre en même titre que s'hydrater. Voilà. Donc, avant-dernière question. Est-ce qu'il y a peut-être un aussi ministre Istanbul il y a 6 ans et on a gagné le trophée d'or. Bien sûr. On avait une expérience, c'est de vrais sportifs et c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe marocaine battait les Algériens et les Tunisiens. Et Srat était capitaine d'équipe. Voilà. Et à l'occasion, il nous a été annoncé qu'un cardiologue, un médecin généraliste était condamné le fait de ne pas interdire une activité physique à un diabétique cardiaque qui a une cardiopathie ischémique. D'abord, la question, est-ce qu'il y a une situation où on peut ou là on doit contre-indiquer une activité physique chez un patient, mais j'ai contre-indiqué oralement, mais par écrit. Alors, à mon avis, les diabétiques déséquilibrés, complètement déséquilibrés, les situations aiguës, par exemple, je ne sais pas, un diabétique qui décompense, mais un diabétique qui est stable, qui est la sédentarité tue. Voilà. Un diabétique qui ne bouge pas est un diabétique qui va mourir très rapidement. Faites bouger vos diabétiques, faites bouger vos patients. Le bon sens veut que seules les situations aiguës où les patients ont tellement de décompensation
qui ne bouge pas. Mais même si quelqu'un est diabétique depuis longue date, avec des complications cardiovasculaires, rénales, il faut le faire bouger. Et s'il n'arrive pas à bouger, le faire bouger par sa famille. En tous les cas, l'inaction, c'est ce qui tue le cœur et les artères. On a couru ensemble des marathons à l'échelle nationale et internationale ensemble. Comment expliquez-vous le fait qu'on a eu pas mal de mauvaises expériences après la fin des marathons, 1 heure ou après, il y a eu des décès. Et vous savez comment les choses se passent à l'échelle internationale, les examens méticuleux, les preuves d'effort. Alors, comment expliquez-vous ça? Merci. Alors, je vais t'expliquer. Alors, en 2007, j'avais couru le marathon de Londres. Ça fait déjà... Alors, il faisait très chaud ce jour-là. Il y avait 25-26 degrés. Et il y a eu un mort d'un jeune de 22 ans qui est arrivé, qui est mort. Parce que l'environnement, j'en ai parlé, il faisait trop chaud. Et il y avait une grosse polémique à ce jour-là parce qu'il y a à peu près 600 personnes qui n'ont pas pu terminer parce qu'ils étaient complètement déshydratés et ils n'arrivaient pas à terminer. Il y avait un manque d'eau, de provisionnement. Alors, je me suis plongé dans l'étude de la mortalité et marathon. En fait, le marathon, c'est un sport qui tue le moins. C'est un sport qui tue le moins. En général, le marathon de Londres, 30 ans, il y a eu 6 ou 7 morts. 2 cardiomyopathie hypertrophique, une dysplasie arythmogène. Par contre, les sports qui tuent le plus, il y a le tennis, le basket, le foot aussi. Donc il y a des sports où il y a des accélérations, décélérations. C'est ça ce qui est dangereux. Et en particulier chez cette personne à risque. Alors, pour terminer, quand vous allez courir le marathon de Paris, ils exigent un certificat médical. Parce que l'organisation veut dégager toute responsabilité par rapport à vous. Par contre, quand vous allez courir Londres ou New York, ils ne vous demandent pas de certificat parce que vous êtes sous votre responsabilité. C'est un peu 2 modèles différents. Mais bien sûr, quand vous allez courir un marathon, vous allez faire un entraînement régulier, vous allez faire un électrocardiogramme, éventuellement une épreuve d'effort pour voir est-ce que vous allez pouvoir courir sans aucun problème. Mais en général, la course à pied et le marathon, ce sont des sports à très faible risque cardiovasculaire. Mais maintenant, cher ami, elle-même, le marathon de Londres, le certificat. C'est une mauvaise expérience. Merci. Monsieur le professeur pour votre exposé. Seulement pour la limite pour l'activité physique de diabétique. Vous avez pour l'hyperglycémie constitue une limite pour l'activité physique. Mais seulement il y a des gens où la glycémie est à peu près valable, mais avec une acétoniurie. Alors, lorsqu'il faut une acétoniurie, alors, on peut associer la glycémie et l'acétoniurie. Si vous avez une glycémie plus de 2,3, non. Si vous avez entre 1,3 et 2,3, 2,2, vous pouvez faire l'exercice. Si vous avez moins de 1,3, il faudrait prendre une collation ou quelque chose qui va monter un petit peu la glycémie. Si il y a de l'acétoniurie, non, il ne faut pas faire de l'exercice physique avec la séance. Voilà. Chocolat de cet exposé hier. On aura d'autres occasions d'inviter le professeur Nice si vous le souhaitez. Et je tiens à remercier à la fin les laboratoires Sanofi d'avoir sponsorisé cette séance. Merci. Alors on passe à la prochaine communication en stéatose hépatique par le professeur Mounier de Suisse. Nous sommes honorés. Nous étions honorés à Dakar et à Fès. Donc,